On repart. Donc, je vous le disais, des sujets un peu différents. Alors, Cédric, grâce à toi, tu as envie de parler, je pense que c'est ta passion pour Xavier Niel qui fait que tu as envie de parler de ça, mais tu as envie de parler de l'offensive. C'est aujourd'hui d'ailleurs, je crois. C'était ce matin. Ah voilà, c'était ce matin. Voilà. Et 9h15, l'audition d'Arcom, oui. C'était public? Oui, c'était public. Tu l'as regardé? J'ai regardé. Attends, il faut préparer un petit peu. Tu me demandes de bosser. Xavier Niel, alors je dis d'un mot pour ceux qui ne suivent pas ça, Xavier Niel devant l'Arcom, c'est Xavier Niel, hein, c'est pas Free, hein, c'est Xavier Niel. Tout à fait, ouais. Devant l'Arcom, veut la fréquence télé d'M6. Donc je savais même pas qu'elle pouvait être. Pour moi, c'était une rente. Bah ce non, truc. 35 Non mais alors, vas-y. Comme ça, je vais dérouler, tu vois, en trois, un peu le contexte, l'audition de l'Arcom et finalement un peu ses objectifs. Le contexte est assez drôle, c'est que Xavier Niel, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à la télé depuis très longtemps. En 2014, il s'était positionné avec Pierre Berger et Mathieu Pigasse pour reprendre potentiellement LCI si le passage à la gratuité n'avait pas marché. 2014, donc ça fait déjà 9 ans. Derrière, il a été actionnaire de Numéro 23, qui était une chaîne sur la TNT. Puis, récemment, s'est positionné pour le rachat d'M6. Parce que le groupe Bertelsmann, qui a mis en vente les activités françaises d'RTL Group, l'a fait en 2 temps. Mai 2021, TF1, projet de fusion avec M6, zappé par l'autorité de la concurrence. Donc une première fois, il dépose une offre. Deuxième fois, octobre 2022, donc assez récemment, comme ça a capoté avec TF1, remet le groupe Bertelsmann sur la table la cession des activités françaises. 3, Daniel Kretinsky. Tu as le trio Courby, Saadé et Attends, on t'a perdu. Qu'est-ce qui vient faire là-dedans, Kretinsky? Parce qu'on avait 3. Faut le dire maintenant, qui est actionnaire de Bismarck. Cette chaîne. Voilà. Mais donc, si tu veux, qui a envie d'apprendre. En octobre 2022, une fois que le projet de TF1 est avorté, ça revient sur le marché et tu as 3 offrants. Ah oui, d'accord. Et donc, 3 offrants. Tu avais donc l'actionnaire de Bismarck, tu as le trio Saadé, Courby et Marc Ladret de la Charrière, et le troisième, Xavier Niel avec Berlusconi. Et le groupe, donc Bertelsmann, dit en fait, ça va être trop short. Bertelsmann, t'as du mal. J'ai du mal. Bertelsmann dit en fait, ça va être trop short parce que le renouvellement de la fréquence arrive le 5 mai 2023. Exactement. Donc, je ne vais pas le vendre. Et le problème, c'est que une fois que tu as ta fréquence renouvelée, tu ne peux pas céder pendant 5 ans. Donc Xavier Niel, qui est quand même quelqu'un d'ambitieux, qui a envie depuis longtemps et très impatient, se le fait souffler 2 fois, une fois par TF1, une fois pour une raison de timing, dit « Attends, là, Coco, en janvier, j'ai la possibilité de refaire ce que j'adore, être un chien dans un jeu de quilles. » Et donc, TF1 M6, qui depuis 35 ans se font renouveler quasi automatiquement leur fréquence, dit « Hey, je vais déposer un dossier. » Parce que cette fois-ci, elle est vraiment au pot. Parce que ce n'est plus dans les reconductions, j'allais dire automatiques. D'accord. Donc, c'est en 35 ans, c'est la première fois que vraiment... Ah, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je n'avais pas conscience que... Voilà, t'as un vrai enjeu. T'as un vrai enjeu. Et donc là, la question de Xavier Niel, c'est de se dire, est-ce que je me positionne sur la fréquence de TF1 ou d'M6 ? Bon, il a quand même bien étudié. Il avait un projet industriel, il avait plein de choses. Donc, si tu veux, il dit, moi, je vais aller sur M6. Donc, il pose son dossier. C'est plus simple, mais c'est quand même, un vrai débat. Est-ce que mais c'est un truc énorme. Moi, je te dis, on va en parler. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Mais vas-y. Et donc, si tu veux, t'as oublié juste dans ton truc, t'as oublié un truc important qui est Media One. C'est-à-dire qu'il est l'un des copropriétaires d'un groupe qui est devenu aujourd'hui le premier producteur de contenu en Europe. Exactement, ouais, tout à fait. C'est pas n'importe. Non, t'as tout compris. C'est le premier producteur de contenu en Europe. Il connaît extrêmement bien le sujet. Il produit comme tu le dis. Il s'est intéressé à la télé depuis de nombreuses années. Il s'avère que, petite anecdote, sa compagne Delphine Arnaud était quand même au conseil de surveillance d'M6 de 2009 à 2017 et son père avant elle. Donc il y a quand même une bonne connaissance du dossier. Ça bouge dans le PAF. TF1 M6, un peu contraint et par la loi et puis par la pression, dit je vais financer plus les producteurs indépendants et le contenu. Et la ministre de la Culture qui dit attention, CNews, C8, vous commencez à me chauffer. Je peux vous retirer potentiellement. Oui, mais il n'y a pas de rapport là. Non, mais tu vois que ça bouge. Ah oui, d'accord, mais c'est le contexte. Et donc là, reste focus là. Donc là, c'était le contexte. L'audition,
je l'ai trouvée extrêmement sérieuse. Un témoignage, Ouais. un message. Hein, grande règle, ça, Léonidas, c'est son mais métier. salut. Voilà. Mais hein. comme ça, Un je témoignage, pose- un t'as le message. contexte Oui, un mais peu sinon on est du perdu. paysage. Donc, Niel Et puis, arrive devant l'audition- l'Arcom pour dire je veux M6 Voilà. parce qu'en gros, ils s'endorment. Votre fréquence, elle sert à rien. Il n'y a pas assez d'innovation. Justement, ce dont on parlait. ne fait que remonter. L'argent part en Allemagne, Ouais. etc. et Ce tout. matin, tu as donc dans l'ordre Xavier Niel, et après tu avais M6 puis TF1. Et donc si tu veux, M6. donc voilà, c'est 9h15 ça a 14h30. commencé, et Xavier Niel était accompagné de Maxime Lombardini pour présenter le projet. Et un projet qui est sérieux Ancien et directeur crédible. général de TF1, Maxime Lombard. Tout à fait. Et il est passé par TPS, donc il a une très bonne connaissance de l'audiovisuel. Et donc, si tu veux, programme qui croit profondément déjà à la création de contenu par les producteurs indépendants. Qui dit, moi, les chaînes, elles doivent pas avoir des filiales de production et j'essaye de capter et de garder toute la valeur pour moi. Je vais développer de manière... Bon, il a aussi, comme tu le rappelais, Media One, donc producteur de contenu, mais il dit, voilà, moi, je vais y mettre 16% dans la création de contenu. Donc, il y a une vraie ambition. L'ambition aussi de changer profondément les grilles. Et là où je vais venir sur ton point qui était pourquoi il fait ça, je pense qu'il est profondément attaché à avoir une mission pour le développement de la France, pour tirer l'ascenseur social, pour tirer les gens. Et de dire, l'information, par exemple, c'est une de ces points, 2 fois 90 minutes par jour d'information, traitées pas comme le JT de TF1 ou France 2, pas comme les chaînes info qui sont très clivantes, qui vont en fait polariser le débat et qui vont enlever les électeurs des urnes, et donc d'essayer de traiter pour tous et d'éviter de se mettre dans les mains des GAFA via les plateformes et les réseaux sociaux. Parce qu'il dit aujourd'hui, et il l'a dit devant l'Arcom, il a dit les algorithmes sont américains ou chinois, c'est eux qui vont définir la culture et l'éducation de nos enfants. Donc il faut qu'on le prenne sérieusement en main et la télé doit être ce levier-là. C'est gentil ça, Cédric, mais Bon, à un moment, il va vouloir gagner de l'argent, quoi. Oui, non, mais... Donc moi je veux bien qu'on réinvente Non, mais c'est intéressant, l'eau tiède, moi, quoi, tu vois, mais ça, en c'est gros, impressionnant. si les programmes sont ce qu'ils sont, c'est aussi parce que ce sont les programmes que les gens regardent. Moi je Alors, veux bien, il y tu a vois, la quelque poule et chose l'œuf, là... d'autre d'intéressant. Arte, c'est très que- intéressant, c'est une expérience qui a combien de temps? 40 ans, 30 ans, 40 ans. Bon, ça n'a Mais jamais il non dit plus... voilà, la publicité est trop gagner un nombreuse sou. et pas assez ciblée. Il dit par exemple sur les réseaux sociaux, tu vas avoir 500 cibles publicitaires différentes. Les médias et la télé, c'est grosso modo la ménagère de moins de 50 ans. Non, Et donc- non, ça mais c'est en il train de... caricature un petit Oui, peu. caricature. Mais grosso modo, il dit il y a un fossé abyssal entre ce que sont capables de faire les plateformes. Ah oui, mais ça c'est la réglementation. Hein. et Ça, l'Arcom va lui dire, écoute, mais donc, mon vieux... lui se positionne comme ça en disant bah, je vais faire moins de pub mais mieux valorisé. Bon, moi, le donc, fond de ma question, c'est tu crois qu'il veut vraiment reprendre M6? Ouais. Ah, Alors, t'en es oui, persuadé? moi je suis persuadé. Il y a aucun aura doute pas. La là-dessus. probabilité est très faible, mais il se positionne pour 2025. 2025, il y a une autre échéance qui fait que d'autres chaînes de la TNT vont être remises en jeu. Mais il se crédibilise en tant qu'acteur sérieux avec des projets industriels, une D'accord. vision et une ambition. Et je D'accord. trouve que c'est très intelligent. Et pour ensuite, peut-être, effectivement, ça me paraît très malin, reprendre une fréquence moins ambitieuse, parce que M6... Enfin, pardon, mais il faut la faire, la télé, quand même. Hein. C'est un vrai métier, quoi. Et donc, peut-être reprendre quelque chose de moins ambitieux, une chaîne de la Et dans TNT 5 ans, plus simple à faire. Une fois que le délai réglementaire est passé, il n'est pas exclu que le groupe allemand remette en vente. Et donc, en fait, il est très long terme et très, très intelligent. Léonidas. Moi, d'abord, ce sont des sujets que j'adore pour avoir notamment accompagné tous les nouveaux entrants de la TNT et avoir fait toutes ces nouvelles chaînes de la TNT face à des groupes qui disaient mais il n'y a que nous et voilà, c'est terminé. Donc, d'ailleurs, toutes ces chaînes qui se sont battues contre la TNT, elles ont des fréquences M6, AW9, Sister, Gulli, Paris Première, 700 fréquences radio, le groupe Bertelsmann. Hein. En Allemagne, il y a 15-20 fréquences données à des groupes français. 15-20. Bertelsmann, 700 en France. Oui, mais avec RTL. Avec RTL, avec RTL2, avec Fun Radio. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles existaient, il a racheté, quoi. Voilà. Donc, non, mais ça fait 30 ans. Si TF1 rachète, j'en sais rien, moi, je ne connais pas les radios allemandes, il aura... Non, il y a un point important. Ça fait 30 ans que le groupe Bertelsmann se voit attribuer des fréquences gratuites par appel à candidature, alors qu'en Allemagne, c'est tellement protectionniste que les appels à candidature sont délivrés à des groupes uniquement allemands
Et le premier groupe allemand bénéficiaire de ce protectionnisme sur les fréquences allemandes, c'est le groupe Bertelsmann. D'accord. Donc ce groupe Bertelsmann a une position maléfique. Si on prend par exemple, alors, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de groupe français qui soit en... Mais par exemple, à la grande époque, Hachette, s'ils avaient voulu monter des chaînes de radio en Allemagne... Ah, tous, parce que c'est totalement cartélisé par des CSA locaux de chacun des landers qui attribuent les fréquences au groupe de presse allemand. Okay. Et le premier groupe de presse bénéficiaire de ça, c'est Bertelsmann. Et donc, effectivement, ce que dit Xavier Niel, à juste titre, c'est que l'essentiel des ressources de cette chaîne, qui est la chaîne la plus rentable du PAF M6, l'argent remonte systématiquement à l'actionnaire allemand, qui fait son rôle d'actionnaire très bien. Mais est-ce qu'on est allé au bout d'une diversité de la télévision qui nous permet de dire on a une télévision qui sert bien le citoyen français. Je pense que c'est un vrai sujet. C'est un sujet pour l'ARCOM. Il s'avère que l'ARCOM a une échéance pour véritablement pouvoir remettre au pot une fréquence parmi les grandes chaînes de notre PAF, c'est effectivement aujourd'hui avec M6. Oui, mais tu vas pas nous resservir la chaîne de l'éducation, chaîne édifiante, tu vois. Il faut raconter des histoires qui éduquent les gens, etc. Il me semble que ce que fait soviétique, avec Le Monde, ce qu'il fait... Il fait rien avec Le Monde. Le Monde, il y a un conseil de surveillance, il y a une muraille de Chine absolue. Mais c'est ça qu'il veut. Il a dit aussi à l'ARCOM aujourd'hui, c'est qu'il veut une vraie indépendance de la rédaction de son information, qui n'est ni influencée par l'actionnaire, ni par les annonceurs. Et si tu veux, je pense mais aucune chaîne d'information n'est influencée par ces annonceurs. Arrêtez ça. Aucune, absolument aucune. Et ces journalistes, s'ils sont vraiment indépendants, je suis désolé, mais ils feront ce que font les autres. Oh, mais premièrement, tout le monde dit que la télé est morte. Donc déjà, si tu veux, ils luttent contre ce déclinisme de dire c'est un média qui est mort. Avoir de l'ambition, et je pense qu'il est profondément attaché. Sa mission, c'est le succès de la France. Quand il fait 42, quand il fait l'agriculture, l'école d'agriculture, je pense qu'il est profond. Il a fait son argent. Il a le succès. Il n'a rien à démontrer à tout le monde, mais je pense qu'il est très attaché à redonner et à faire en sorte que si par la télé, on peut faire en sorte que les jeunes soient moins manipulés par les fake news, par les réseaux sociaux, par des algorithmes étrangers. Je pense qu'il est très sincère. Attends, je voudrais que Juliette nous donne son avis quand même. Vas-y, Juliette. Alors, si t'en as, t'es pas obligé. Alors écoute, deux choses. Un, c'est un entrepreneur, on l'a empêché de rentrer par la porte, il rentre par la fenêtre. Je trouve ça très sain. Donc j'aime beaucoup la démarche sur la forme. Deux, t'as pas que les économies derrière. Tu veux qu'on parle d'Elon Musk et Twitter ou pas? Ah, ça t'intéresse, oui, c'est ça. Tu veux rapprocher ça. Bah oui. Oui, t'as raison. Tu peux avoir d'autres missions effectivement là-dessus, qui sont, t'as un chef d'entreprise qui effectivement a très bien réussi sur d'autres trucs, qui aujourd'hui se positionne sur les médias, des choses qui le titillent quand même depuis un certain temps. Éventuellement, il mangera son pain noir le moment venu, mais il a envie de faire de la politique au sens large, mais c'est un peu ce que dit Cédric. Donc de la politique au sens large, tu vois. Comme Elon Musk veut défendre la liberté d'expression, on en pense ce qu'on veut, mais enfin c'est ça son truc. Contre les sondages qui lui demandent de partir, c'est très bien. Mais à la grande différence, je pense que c'est un vrai philanthrope et quelqu'un qui a envie de redonner. L'ascenseur social, je pense qu'il y croit profondément et qu'il y est attaché, et il l'a démontré. Contrairement à Elon Musk, où là je pense qu'il a un intérêt particulier sur Twitter, Xavier Niel, je pense qu'il le fait vraiment parce qu'il veut changer le regard de l'information, le traitement de l'information, comment tu ramènes les gens voter. Il l'a dit, c'est ses mots à lui. Il faut qu'on ramène les gens voter. Donc, je pense qu'il y a une vraie sincérité et une vraie ambition française, et je trouve ça chouette. Alors, je ne le connais pas, moi je verrai dans quelques années. Là, je mets Joker. Les entrepreneurs dans ce rôle-là, c'est vraiment ce qu'on aime. Mais toi comme moi, on en a connu un d'exception d'entrepreneur dans ce rôle-là. Absolument. Il s'appelle Alain Veil. Oui. Bon. À un moment, et Alain Veil commence en plus avec une chaîne d'information économique, qui est quand même le truc où tu te dis, tu es exactement dans cette mission. Et nous, quand on discutait ensemble avec Alain, c'est pour ça, les gars qui me disent influencés par les annonceurs, mais pas une seconde, pas un instant. Voilà. Bon. Néanmoins, à un moment, la réalité du marché te rattrape.
et à un moment, tu es quand même obligé de rentrer, que tu le veuilles ou non, dans une forme de course à l'audience. Oui, mais et là, l'ensemble de tes principes vacillent. Voilà. Non, on tempère, mais... Ou alors, tu as beaucoup d'argent, ça devient, tu fais comme un club de foot, alors. L'Arcom, il a dit, le plan d'affaires montre un investissement de 600 millions, je génère à un peu moins de 3 milliards par an de cash. J'ai l'argent pour pouvoir financer. C'est ce qu'il avait dit. Oui, il l'a dit à l'Arcom. Non, mais tu sais ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit au gars du Monde quand il est arrivé donc au Monde, le Monde qui était en faillite quand même. Et il avait dit, ce qui vous manque, ça c'est à peu près la variation quotidienne de mon patrimoine. Donc ça calme, quoi. Et c'est ça qui est génial. En fait, les mecs se disent, bon, ok, on va peut-être essayer de voir si on peut vous garder. Alors. Et puis après, personnellement, en termes de crédibilité, il s'achète aussi une casquette de bienfaiteur de la presse et des médias, d'indépendance, de choses comme ça. Et ça, c'est alors, quand on revient au côté plus intérêt perso, mais c'est le seul point où je te dirais, là, il travaille pour lui-même. Juliette, gouvernance, justement. Saison des âgés qui arrive à grands pas, etc. Et tout. Alors j'ai mis, parce que c'est marrant, j'étais en train de préparer le truc et c'est les Échos qui font, on en a déjà parlé ensemble, pourquoi est-ce que les entreprises ont peur du Say on Climate? Bon, on va le dire assez rapidement, elles n'ont pas forcément peur du Say on Climate parce qu'on était d'accord là-dessus. Oui. Tu refiles le bébé aux actionnaires. Bien sûr. C'est un transfert de responsabilité. Enfin, les gens qui pensent que le Say on Climate, c'est une pression sur les entreprises, font un contresens total, à mon avis. Tu es d'accord avec moi? Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense vraiment que c'est une analyse purement juridique. Oui. Et comme on a eu le rapport du Haut Comité Place Financière qui vient de sortir en disant il n'y a pas de problème de droit, il n'y a pas de problème de répartition de compétences entre le conseil d'administration et l'Assemblée générale, j'espère que les avocats de la place de Paris vont un peu se calmer là-dessus et se dire le sujet, il n'est pas là. Oui, mais tu as des Say on Climate. Oui, il y en a. Mais à ce moment-là, le conseil d'administration va dire ok les gars, c'est vous qui décidez. Tu regardes en plus les taux de vote des résolutions des années passées. Les taux sont plutôt bons, donc ça a été voté. Oui, sauf que ça va se développer. Et d'ailleurs, ça va se développer, mais si tu veux, ça c'est pas un sujet. Mais moi, ce qui m'amuse toujours quand même beaucoup là-dessus, en fait, le CEON, ce que j'aime beaucoup là dans la décision. Donc résolution en Assemblée générale. Pardon, j'ai pas expliqué. Résolution en Assemblée générale. Jusqu'ici, on se contentait d'approuver la stratégie décidée par le conseil d'administration. Est arrivée la question salariale, la première, qui est maintenant bien admise, Say on Pay, et se développe depuis 3 ans à peu près la question climatique. Et donc des actionnaires qui veulent pousser et se prononcer sur la stratégie climatique de l'entreprise, moyennant quoi, c'est eux qui prennent la responsabilité. Alors, ils prennent la responsabilité sur la thématique, ils le votent quand même dans de grandes largeurs, donc je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'enjeu dessus. Moi, ce qui m'amuse toujours, c'est que ce soit Say on Pay, on ne va pas revenir sur l'affaire Carlos Ghosn parce que c'est trop ancien, trop ancien. Mais ou que ce soit sur le Say on Climate, c'est la même chose. C'est de dire tout ça, c'est quoi? C'est un outil. Moi, j'aimerais bien de temps en temps que les entreprises, en fait, plutôt que d'avoir peur en termes juridiques, en plus maintenant qu'on a un rapport, se disent, mais en fait, c'est un super outil. C'est un outil comme d'autres outils qui sont à disposition et où les entreprises elles-mêmes peuvent créer un dialogue actionnarial de qualité en fonction des sujets. Oui, mais regarde, pardon, je vous exclue un peu du truc, mais parce que ça me passionne. Regarde ce qui va se passer, Juliette. Vous faites un Say on Climate. Conseil d'administration, je suis un conseil d'administration, j'ai mon plan 2035. Hop, je le fais valider par les actionnaires. Tout va bien. Alors que si tu n'as pas de Say on Climate, à un moment... La responsabilité du conseil d'administration va être engagée sur le fait que tu n'es pas en train de l'atteindre, ton plan 2035. Et c'est là où tu as un levier pour agir. Et c'est pour ça que je voulais te faire le lien avec l'affaire Orpea, où je trouve qu'on n'a pas tiré toutes les conséquences. Parce que tu prends les crises de gouvernance de l'an passé. Atos, le Say on Climate, il l'avait fait, ça n'a pas empêché ce qui s'est passé. Bon, Orpea... il y avait quand même pas mal de choses quand tu regardes vraiment les sujets qui sont sortis dans le bouquin. Tu avais pas mal d'articles de presse en amont. Les investisseurs n'avaient pas non plus creusé certaines thématiques, les actionnaires non plus. Et donc, on a une approche là aujourd'hui qui est très climat. On oublie que c'est ESG et que c'est peut-être intéressant. Et donc, pour moi, le CEON, en fait, c'est un outil merveilleux à la main des entreprises pour dire, là, éventuellement, on peut avoir un sujet où on sait que ça va être... compliqué à gérer. Ça va être compliqué à gérer. Et donc, on l'utilise comme outil de dialogue actionnarial pour un avis consultatif. Tu n'es pas dans de l'obligatoire, tu es dans du dialogue actionnarial. Je trouve que bien utilisé, c'est très malin. Mais il faut le garder en tant qu'outil. C'est dans la palette à outils de la gouvernance.
Vous avez un avis là-dessus, les gars? Non, on n'est pas... Je trouve ça bien, quand on est un conseil d'administration, de définir la stratégie et d'en être comptable vis-à-vis de ses actionnaires. Même si ce n'est pas engageant, mais c'est bien de pouvoir avoir fréquemment, donc une fois par an, un point sur le plan 2035, la maths. Moi, je trouve que c'est bien d'être comptable à un moment devant ses actionnaires. Ouais, mais tu comprends qu'en fait, le conseil d'administration s'exonère de ses responsabilités. Oui, mais c'est là où je trouve... Quelle est la conséquence? Ça veut dire, si tu as un vote inférieur à 50%, est-ce que tu en tires les conséquences? Et ça, c'est autre chose. C'est de dire que tu n'es pas obligé, mais est-ce que toi, t'en tirerais? C'est ça le sous-jacent de ta question. C'est que finalement, est-ce que les conseils d'administration en tireront les conclusions? Donc, honnêtement, le rapport, je pense, peut rassurer la place de Paris. Alors, attends, je dis d'un mot, parce que le rapport dont tu parles, en fait, en gros, l'un des sujets juridiques qui était posé, c'était ça ne relève que du conseil d'administration, donc vous n'avez pas à faire voter les actionnaires sur un sujet qui relève du conseil d'administration. Alors, c'est quoi? C'est le haut conseil de je ne sais pas quoi? L'autorité des marchés financiers avait rendu un rapport, c'était il y a 1 an, pour dire, comme il y a une généralisation de la pratique de ces résolutions, il faut rassurer les émetteurs. Et donc, ce serait bien de prendre une disposition législative qui permette d'encadrer le recours au CEON pour éviter justement qu'on ne reproche au conseil d'administration de s'être dépossédé de son pouvoir qui est de voter la stratégie, et donc de sa responsabilité, au profit des actionnaires. Et le haut comité juridique de la place de Paris a donc été saisi par Bercy, plus par l'autorité des marchés financiers, etc. Et a dit, il n'y a pas besoin de dispositions législatives, il n'y a pas de problème de répartition de compétences entre le conseil d'administration et l'Assemblée générale. Et oui, tant mieux. Mais honnêtement, ça va, oui. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Parce qu'en termes de gouvernance... mais allez, aux législateurs, tous les 4 matins, de venir intervenir, pour faire tout, non, mais ça va. Mais sur les questions de gouvernance, c'est chaud, quoi. Stéphane, c'est une question de définition de la gouvernance. Moi, j'aime bien qu'on revienne aux fondamentaux. Oui. La gouvernance, c'est quoi? Un ensemble de dispositions législatives et réglementaires, des bonnes pratiques, des comportements. En France, on met tout sur le premier pilier. Moi, je suis désolée, le CEON Climate, tu peux faire... tu peux mettre le CEON Gender Diversity, tu peux mettre le CEON Governance, tu peux mettre le CEON Biodiversity, tu peux mettre le CEON tout ce que tu veux. Donc, c'est un outil de bonne pratique à un moment donné. On l'utilise comme outil. Neutralité du net, on termine, Léonidas, qui est l'un de tes sujets aussi intéressants. Non, alors là aussi, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que la Commission européenne entame une consultation publique sur la juste contribution des plateformes au financement des réseaux. J'ai l'impression qu'on traîne ce sujet depuis que les plateformes et les réseaux existent, ce qui ne nous rajeunit pas. Par exemple, alors j'entendais là, je crois que en gros, le chiffre, c'est aux alentours de 19h-20h, à peu près 85% de la bande passante est occupée par les 5 grandes plateformes. Enfin, les 5, je ne suis pas sûr que Microsoft occupe beaucoup, mais donc on va dire les 4 grandes plateformes. C'est quoi? Parce que le débat, pour tout le monde, il a l'air très très simple. Je suis désolé, si je paye la fibre, c'est parce que Netflix m'amène des trucs que j'ai envie de regarder. Donc c'est quand même tout l'intérêt des opérateurs aussi que ces plateformes soient là et occupent la bande passante. C'est un peu comme pour la télé. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on va se pencher. L'Open Internet Project rassemble des acteurs du numérique français, européen, qui sont bien entendu préoccupés par cette question. Elle n'est pas simple à trancher, parce que d'un côté, on peut dire effectivement ceux qui occupent énormément de bandes passantes devraient quand même participer au financement de ces réseaux. Et d'un autre côté, on se dit, mais s'ils participent au financement de ce réseau, ce qu'ils occupent va finir par devenir un droit. Et le droit qu'ils vont occuper, eh bien, comment est-ce qu'il va évoluer si d'autres services arrivent et disent, mais nous aussi, on a besoin de place, et la place est déjà prise. Donc, est-ce que ça ne va pas figer les positions? Donc, on a besoin de cette consultation, et l'issue n'est pas très évidente. Parce que il ne faut surtout pas... Toi qui baignes là-dedans depuis 20 ans, tu n'as pas une position arrêtée sur le sujet tellement il est complexe. En fait. Là, ça m'intéresse, ça. Je le suis parce que je reste absolument convaincu que nous n'avons rien vu encore des services qui vont éclore et des services de demain. Et bien entendu, la foi que j'ai dans notre capacité d'innovation, c'est que nous serons capables d'avoir les services performants de demain. Donc si
on fige la situation des gagnants d'aujourd'hui, comment est-ce que les gagnants de demain vont pouvoir rentrer ? Donc, je n'ai pas effectivement de position arrêtée sur la question. La seule manière de la traiter, c'est que ça soit évolutif dans le temps, avec des clauses de rendez-vous, pour qu'il n'y ait pas de perte de valeur et qu'il y ait toujours la place pour les nouveaux. Mais ça nous ramène à peu près à la question qu'abordait Cédric tout à l'heure, avec un nouvel entrant qui va arriver. On va lui dire, oui, mais on va pas déloger celui qui est là, parce qu'il a des actionnaires et que c'est patrimonial. Et donc, donc, on se coince quand on donne des droits acquis à des gens qui sont puissants. Et donc, je ne veux pas que sur le net, on ait les Bertelsmann qui viendront dire non, on y est depuis 30 ans et il n'est pas question qu'on nous déloge. Donc, on se coince quand on donne des droits acquis à des gens puissants. On se coince quand on donne des droits acquis à des gens puissants. Voilà une phrase que nous connaissons et dont nous sommes capables d'illustrer la répétition des vices qu'elle peut dénoncer dans tous les domaines. Cédric, tu as une réflexion là-dessus? Pour rebondir sur... Vas-y, puis parle bien fort, parce qu'on a nos amis des marteaux-piqueurs là, qui... C'est sur ce que tu disais, Léonidas. C'est le chantier le plus long de l'Île-de-France, en fait. Premièrement, on voit déjà que les GAFAM tirent leur propre câble sous-marin. Ouais. Donc déjà, c'est un point. Ouais. C'est-à-dire qu'ils essayent de s'assurer leur débit. Deuxièmement, il n'est pas illégitime ce débat de dire est-ce que tu ne dois pas avoir une contribution si tu utilises plus que X% de la bande passante, parce que finalement tu bloques les autres. C'est-à-dire que si les opérateurs ne font pas de changement. Non, tu bloques personne. Oui, mais tu réduis tout le monde. Non, mais tu réduis tout le monde. Mais non, tu réduis personne. Si tu as un tuyau. Attends. Et tu as assez de place aujourd'hui dans le tuyau. Non, mais si tu as un tuyau. Non, tu as assez de place dans le tuyau. Parce que toi, tu es au figé là aujourd'hui. Ce que dit Léonidas, c'est qu'on va avec l'innovation consommer de plus en plus. Donc, si tu dis, moi, opérateur, j'ai plus d'argent, je ne change pas le tuyau va rester de la même taille et tu vas mettre de plus en plus de choses dedans. Et donc le nouvel entrant, lui, va être bloqué aussi ou restreint parce que tu en as qui vont dire, moi Netflix, oui c'est génial, je mets du contenu, mais je vais faire du 4K, du 10K. Moi qui suis devant mon ordi, j'ai pas vraiment besoin de 10K, mais je vais quand même le regarder parce que j'ai acheté l'abonnement pour Super K. Bah à la fin, lui, comme tu disais, entre 19h et 22h, il doit te consommer une bande passante de dingue. Et au détriment d'autres choses, si tu ne changes pas le tuyau. Donc, le débat, il est légitime. 99% de la France est fibrée aujourd'hui. Oui, mais tu le regardes à un instant. Tu as de la place dans le tuyau. Mais tu viens de dire un truc super important. Non, mais tu viens de dire un truc super important. Où là, je trouve que les opérateurs sont hypocrites. Tu viens de dire... Moi, j'en ai pas forcément besoin, mais comme je me suis payé l'abonnement, je vais le regarder. C'est bien parce que ces producteurs de contenu t'apportent aussi du contenu formidable que tu as envie de regarder, que tu vas payer l'abonnement et que donc tu vas quand même donner aux opérateurs les moyens de financer leur réseau. Évidemment, mais tu payais Internet avant que Netflix arrive. Donc, tu payais pas le même prix. Il y a beaucoup de... Non, tu payais pas le même prix. Moi, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu t'abonnes à la fibre à, je sais plus combien ça coûte, 50, 60 balles? Mais même pas. Mais c'est pas vrai, les prix n'ont pas non plus... tellement changé, tu vois. Ça, c'est grâce à la concurrence. Ça, c'est grâce à la concurrence. C'est le fait que la France soit un des pays les moins chers dans le monde et en Europe, parce qu'on a une concurrence assez saine. Et donc, finalement... Bon, ils doivent payer ou ils ne doivent pas payer pour toi? Je pense qu'au-dessus d'un certain pourcentage d'utilisation, la question se pose réellement. Vraiment, je pense que c'est très intéressant que ça se traite par une consultation. C'est un sujet qui est très compliqué. C'est pas un sujet sur lequel on peut dire voilà, c'est comme ça, je comprends. Voilà. Et c'est par d'équilibre là. Je pense que souvent, enfin, dans les sujets compliqués, c'est dans le temps que les choses s'ajustent. Il faut des clauses de rendez-vous et il faut que chacun participe à la valeur. Maintenant, c'est rare que tu sois aussi équilibré, aussi. Monsieur, non, mais tu sais, il y a d'autres sujets sur lesquels je ne vais pas partir. Hein, je sais très bien. Je sais très bien. Tu sauras. Bon, tu as un mot là-dessus, Juliette? Ça me semble assez simple. En fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Que ce soit gouvernance ou autre chose. Tu as du légal réglementaire, tu as des pratiques, tu as des comportements, et puis à un moment, il faut peut-être laisser le marché aussi faire son business, quoi. Mais c'était quoi la phrase vendre un droit acquis à des gens puissants? On a oublié notre phrase. Ça, c'est très important, et c'est valable aussi en gouvernance. Acquis à des gens puissants conduit systématiquement à des problèmes. Oui. Tu l'avais vieux dit, mais on la retrouvera. La formule n'était plus. Allez, c'est ça, c'est... Bah
Voilà, quoi. Voilà, c'est le génie de la formule. Ça hein, pose, c'est le génie de la ça formule. pose le problème. Bon, merci, chers amis. Tout ça a été encore très agréable. Demain, série d'interviews. Tiens, on parlera de ce truc avec lequel on se gratte tous la tête quand même, c'est l'hydrogène. Tiens, entrepreneur, il y a plein d'entrepreneurs dans l'hydrogène. Ouais, mais Léonidas, moi je me dis, tu vois, ces trucs comme ça, c'est tellement gigantesque. Enfin bon, bref. Non, Mais mais- pof, ah, non, c'est mais pas pour t'ouvrir le Mais il y truc a de parce la qu'on en place parle pour tout le demain. monde. Il y a de la place pour tout le monde. Pardon, juste un Ouais, point. mais à un moment, il y a du massif à faire. Tu Oui, mais tu vois, c'est quand même un élément qui est essentiel. C'est ce qui va nous permettre de stocker l'énergie, ce qu'on n'a jamais réussi à faire. Et c'est parce qu'on n'arrive pas à stocker l'énergie que l'on est dépendant. Et pourquoi est-ce que le renouvelable est un problème? Parce que soit il y a du vent quand on en a besoin, et alors là on a l'électricité, mais si on n'arrive pas à la stocker, Oui, on sait. eh ben, Mais quand Léonidas, on en a besoin- si tu veux reparler énergie, on revient demain et puis on en discute ensemble parce que c'est mon autre marotte. Oui, bah non, mais on en parlera demain justement de l'hydrogène et d'autres choses. À demain, les amis.